Aujourd'hui il fait très beau, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je préfère faire mes photos par temps plus sombre au niveau de la lumière. Ça rend pas mal. Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. On ne va pas se le cacher, l'une des raisons pour laquelle on adore toutes les deux les cimetières, c'est parce qu'on peut y voir de très belles œuvres d'art représentatives de différentes époques et courants artistiques. Il y a quelque chose d'assez intime et confidentiel aussi là-dedans. Les monuments funéraires sont généralement moins connus qu'un tableau ou une sculpture que l'on retrouve dans un musée, et le cimetière est un lieu accessible car il est gratuit, ouvert les dimanches et les jours fériés. L'œil s'aiguise à travers les monuments, mais aussi les détails sculptés, les objets déposés, les vitraux, la mosaïque, les plaques funéraires, les épitaphes poétiques, etc. L'art funéraire est riche et varié. Mais de nos jours, la tendance est plutôt à l'uniformité et à la standardisation des monuments, qui sont très souvent en granit poli, aux mêmes teintes et gabarits. L'art funéraire a énormément évolué, mais il connaît de nouvelles formes, plus contemporaines. Raphaël Groeli est un artiste, et plus précisément un designer qui a souhaité faire un pont entre plusieurs de ses passions, l'art et le cimetière. Nous sommes allés à sa rencontre un samedi matin d'octobre, au cimetière du Père-Lachaise. Nous l'avons accompagné à travers les tombes, avec Charlotte Crenet-Dubel qui l'assiste dans son travail pour photographier des pièces de sa nouvelle collection, Campo Santo. Je suis Raphaël Groeli, je suis designer. C'est ma principale fonction, je dirais. Mais bon, je fais aussi beaucoup d'autres choses. Et notamment, je travaille dans le domaine du funéraire. J'ai passé mon diplôme national des métiers funéraires l'an dernier. L'idée, c'était pas forcément de le faire en vue de travailler en tant qu'agent funéraire ou dans la profession véritablement, mais plutôt d'avoir cette corde à mon arc en plus, parce que je veux vraiment développer une sorte de branche funéraire dans mon travail de designer. Alors notamment à travers des objets dédiés spécifiques, des urnes, etc. Mais aussi pour à terme, d'ici quelques années, pouvoir proposer un service d'accompagnement en organisation de funérailles, un service privé, ce qui n'est pas évident, comme on a quand même des gros acteurs déjà bien établis avec tout un tas de choses autour de ça qui sont très rigides, mais de proposer quelque chose peut-être d'ordre plus privé et très haut de gamme, création d'objets pour les familles endeuillées, mais aussi fournir les cérémonies. Dans le cadre de ce diplôme, il y a tout un passage de stage entre guillemets à faire en agence funéraire. Et j'ai fait la version la plus longue possible. Et j'ai pu aussi aller au contact directement des défunts et des familles, ce qui n'est pas toujours forcément demandé au niveau du stage. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ce qui me plaisait le plus. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit en moi. Enfin, j'ai toujours eu deux vocations. C'était la mort ou le design. Donc j'ai percé dans le design. Donc c'est cool, mais j'avais toujours cette frustration de ne pas avoir pu goûter à cet aspect-là. Donc c'est pour ça que l'an dernier, j'ai dédié mon été à ça. Et j'ai découvert plus que ce que je venais chercher finalement. Je suis même un peu frustré aujourd'hui de devoir quitter ce boulot pour revenir à mes obligations de designer. Parce qu'au-delà du fantasme, c'est vrai que j'avais jamais vraiment été en contact avec des morts, si ce n'est mes grands-parents au moment d'une mise en bière il y a fort longtemps, quand j'étais petit garçon. Et il y a toujours ce moment où on dit, bon, il y a aussi le fantasme de la mort. On se demande si est-ce qu'on va être capable finalement, quand on va être devant son premier corps, est-ce qu'on va tenir, est-ce qu'on va pas juste avoir peur, est-ce que ça va pas être impressionnant. Et ça a été une vraie révélation. Il se trouve que j'ai fait mon stage juste à côté d'ici, là on est au Père-Lachaise. J'étais au Roc Éclair en face. Et on est aussi, il se trouve, à côté de la maison funéraire, la seule maison funéraire intramuros de Paris, boulevard Ménilmontant, où on traite les défunts, on les prépare, on les habille, on fait les mises en bière. C'est ici que les familles viennent se recueillir dans des salons, etc. Mais donc j'ai eu la chance d'aller, pour une famille que j'ai reçue, m'occuper de la mise en bière du défunt. Et je devais juste assister à ça en tant que spectateur. Et donc je suis arrivé sur place, donc devant les frigos, et le maître de cérémonie, c'est lui qui s'occupe de mettre le défunt dans son cercueil, m'a tendu des gants parce que j'étais en avance, les porteurs n'étaient pas là, donc je n'étais pas supposé le faire, enfin je ne savais pas ce que j'allais faire. Et là, j'ai pas eu le temps de réfléchir tellement. On a ouvert le frigo et c'était donc une dame âgée. Ça a peut-être aussi facilité les choses pour la première, on va dire.
c'était beau. C'est une dame qui était très menue. Ça suffisait d'être 2 pour la porter, en tout cas de la table jusqu'à son cercueil. Et donc j'ai mis les gants, il m'a dit de prendre les jambes, je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je l'ai disposé dans son cercueil. Et c'était tout à fait naturel jusqu'au moment où les porteurs sont arrivés et ont très vite remis le drap qu'on met sur les jambes. Et j'avais observé que le pantalon était mal mis, donc j'ai demandé à ce qu'on retire le drap. Et donc ils m'ont regardé un peu, ils ont dit ah oui, t'es nouveau, oui forcément au début, mais c'était au-delà de ça, enfin, c'était vraiment hyper important pour moi. Donc j'ai remis son bas, j'ai remis sa jambe. Et c'était comme un peu un secret entre elle et moi à ce moment-là. Je me suis dit, tu pars, t'es belle, tu pars bien habillée, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu le souhait, la volonté d'être à toutes les mises en bière de tous les défunts pour qui j'avais reçu la famille en amont. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Il arrive que je passe ici, que j'aille voir mes anciens collègues, et je participe à la mise en bière, j'en ai le droit. Et que c'est des moments vraiment, c'est très calme, c'est très serein, c'est très bienveillant, ça me fait beaucoup de bien en fait. C'est très intime. Et j'ai le sentiment de partager, d'être privilégié. C'est quelqu'un qui est devant nous, qui a vécu, qui est mort. C'est vrai que je suis très terre à terre, je considère qu'après la mort, ça s'arrête. Il n'y a pas d'après, je crois pas aux fantômes. Mais cependant, c'est quand même une personne qui a vécu, dont je ne connais ni l'histoire, ni rien. Et je suis quand même la dernière personne en contact avec elle. Et c'est incroyable. Mais du coup, il y a ce côté vraiment d'anonymat et d'intimité. C'est une sorte de paradoxe que je trouve hyper fascinant. Raphaël Grely est designer de mobilier d'intérieur. Il s'inspire directement de ses expériences personnelles, de ses rêves, de l'esthétique chrétienne et surtout du funéraire et de la mort au sens large. Il débute en 2011 avec la collection Chapelle, la genèse d'un projet global, mais surtout une réflexion à travers l'évocation des différents épisodes qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus. On y retrouve notamment la couronne d'épines, la crucifixion ou encore le deuil avec des chapelets que l'on égrène. En 2016, il crée des pièces uniques sous le nom d'Ex-Cave Monuma. C'est un ensemble composé d'un sarcophage en osier et d'os humains qu'il a réalisé en faïence, qu'il a enterré dans la forêt pendant 1 année pour qu'il s'imprègne des eaux de pluie et puis qu'il a déterré. En 2023, il présente Apostasie, un drame cartoonesque narrant l'incendie, accidentel ou volontaire, on ne le sait pas, d'un édifice religieux qui, malgré les ravages des flammes, semble se tenir debout au milieu du chaos d'un paysage de désolation. Raphaël a construit ses projets en miroir les uns par rapport aux autres. Ils se comprennent dans leur ensemble. En septembre 2025, il présente lors de la Paris Design Week sa nouvelle collection nommée Campo Santo, qui présente du mobilier, mais pas seulement. Donc là, on est au Père-Lachaise, qui est ce cimetière qui m'est très cher, mais bon, ça m'est pas propre, c'est comme à beaucoup de monde. C'est pour moi le plus beau cimetière de Paris. Et donc on vient ici parce que j'ai effectivement sorti ma nouvelle collection. L'idée de cette collection, donc, qui s'appelle Campo Santo, c'est très vieux, hein, j'ai commencé le projet il y a plus de 2 ans. C'était le premier projet que j'ai fait après justement ma formation funéraire l'été dernier. Et donc je reviens donc au design avec une collection de mobilier. C'était vraiment le point de départ, c'est mes premières amours. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de collection de mobilier aussi large, donc avec notamment des tables basses, tables de repas, etc. Et pour la première fois, c'était aussi l'occasion de développer cette collection qui fonctionne sur un principe de briques qui forment des motifs, pour simplifier. De développer ça aussi dans une branche funéraire avec des objets funéraires et notamment ma première collection d'urnes qui a été imaginée comme des objets qui, de prime abord, n'évoquent pas leur fonction ou leur destination finale. À savoir que ça pourrait être comme des sculptures ou des objets d'art, tout simplement. L'idée, c'était aussi qu'on puisse proposer, en tout cas, d'inviter les gens à concevoir la mort différemment, loin de l'aspect morbide que peut envoyer l'image d'une urne, et d'inviter au moins à réfléchir, à les acquérir, pourquoi pas, de son vivant, sachant que c'est du sur-mesure. On choisit après les finitions, on choisit ensemble les motifs des briques, la taille de l'urne aussi, parce qu'évidemment, dans ce qui existe aujourd'hui, c'est très formaté. Donc on a des urnes qui doivent faire une contenance de 3 litres à 3,5 litres en moyenne. Avec mon principe, on peut faire des urnes adaptées à des corps différents, donc de tailles différentes, qu'on soit menu, qu'on soit très grand. Et donc ces objets, j'invite vraiment à imaginer les avoir chez soi, de son vivant. Je crois aux énergies, et c'est une façon de proposer que l'objet se charge de l'énergie du vivant, du quotidien, de la mémoire, du souvenir, pour que le moment venu, ça soit un objet domestique, familier, justement loin de tout aspect morbide, même que la famille l'ait déjà apprivoisé, que ce soit quelque chose de rassurant.
qui retrouve son usage au dernier moment, donc sa dernière demeure. Et en parallèle de ces urnes, il y a aussi des plaques funéraires, toujours sur ce principe de briques que je développe. C'est presque un peu naïf, c'est des briques qui vont faire des motifs qui symbolisent un squelette qu'on aurait démembré. Donc dit comme ça, c'est un peu trivial, mais c'est très poétique finalement. La pièce de base, c'est la table de repas, qui est à l'échelle 1 d'un corps, qui fait à peu près 1,80 m, et qui représente un peu en pixels, comme presque du Space Invader, une sorte de squelette référent avec donc, le crâne qui est très distinctif, la cage thoracique également. Et après, c'est un peu plus imagé, mais donc les jambes, ça va être des bâtons simples, et chacun y voit un peu ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est toujours des os du squelette qu'on a démembré. Et sur ce principe, j'ai imaginé isoler des morceaux du corps pour en faire des plaques qui peuvent devenir des plaques destinées à garnir les sépultures, sur les stèles et debout, soit sur les tombales qui sont la partie couchée de la pierre. Donc aujourd'hui, on est ici justement pour compléter et finir mon shooting avec des photos in situ pour montrer l'usage véritable de ces pièces. En plus des morceaux de squelette que j'aurais démembrés, on retrouve le motif de la croix, qui est un motif qui est très récurrent dans mon travail, qui est un peu signature. Alors c'est vrai que ça m'a quelquefois été reproché d'utiliser la croix un peu à tort et à travers. C'est parfaitement assumé, c'est quelque chose, moi je suis issu de la religion catholique, alors je ne suis pas du tout croyant ni pratiquant. Mais c'est un objet dont je trouve la forme particulièrement parfaite, qui me fascine et que j'utilise vraiment comme quelque chose d'ornemental. Chacun y voit ce qu'il veut. Ça fait partie aussi des pièces qu'on peut trouver dans des caveaux, donc pourquoi pas des crucifix qui auraient été à côté du squelette et qu'on retrouve beaucoup dans mes collections. Au tout départ, Camposanto, c'est le nom qu'on donne à certains cimetières en Italie notamment. Ça date du temps des croisades et pour qu'un cimetière puisse porter le nom de Camposanto, il fallait que sa terre soit prélevée sur la colline du Calvaire, qui n'est autre que la colline où a été crucifié le Christ par les Romains. Il y a la réalité et la légende, bien sûr, mais on choisissait des champs dédiés pour des cimetières en Italie. On en vidait toute la terre et on remplaçait toute la terre par cette terre chargée et abreuvée du sang des martyrs de cette colline. Voilà, donc on raconte même que les personnes qui étaient inhumées se décomposaient en moins de 24 heures, donc ce qui hâtait le passage de la chair à l'os et donc du vivant à l'immortel. Donc c'est un peu sur ce postulat que j'ai construit ma collection. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal le Camposanto en Italie. J'ai moi-même du sang italien, donc c'est aussi une collection un peu personnelle. L'idée c'est de bâtir mon propre Camposanto, donc mon propre cimetière. Et donc c'est toutes ces tables finalement que j'ai faites, table, console, table basse, bureau, etc. Quand elles sont réunies, chacune avec leur hauteur différente, leur format différent, leurs motifs différents, forment presque déjà un petit cimetière, si on se projette d'un point de vue architectural, avec ces briques qui seraient comme un cimetière paysager en ruine, où il resterait les briques qui forment les plateaux et en dessous les piétements, qui sont vraiment designés comme des échafaudages, comme les structures de ces petits monuments. En termes de fabrication, ma pratique première, c'est la céramique. Donc c'est des pièces qui sont, les briques en tout cas, sont toutes faites à la main, en grès. On a des grès bruts, des grès émaillés, ce qui permet de jouer notamment aussi avec les motifs. Camposanto, c'est une collection qu'on peut choisir en commande, sur mesure. C'est-à-dire que si on veut une table basse, on vient me voir, je peux, tant que ça représente un morceau de corps pour moi, de la dépouille, et qu'on peut le justifier, ça fait partie de la collection. Et on choisit effectivement après les dimensions, donc je propose un motif adapté aux dimensions, et les couleurs. J'ai développé toute une palette qui va de brun terreux, comme les terres du cimetière, jusqu'au blanc osseux, avec pour la première fois dans mon travail aussi un insert de bleu, une couleur que j'utilise très peu, en tout cas des bleus clairs, des bleus célestes, qui évoquent aussi bien le ciel du Camposanto, du cimetière, dans une sorte de balade onirique que j'imagine dans le projet. Mais on a aussi cet aspect peut-être plus chirurgical du bleu du chirurgien, du laborantin, parce que ce ne sont à la fin ni plus ni moins aussi que des tables d'autopsie. Si on sort du contexte du cimetière, on arrive dans un milieu plus médical, parce qu'on a littéralement des morceaux de corps sur des tables dans l'image que j'ai choisie. Et on retrouve aussi ce bleu ciel très présent qui peut évoquer pour certains le bleu de la Vierge aussi. On est vraiment dans tout ce champ lexical en termes de couleurs.
Donc évidemment, je pourrais faire bien d'autres couleurs et bien d'autres formes, mais pour que ce soit Camposanto, on est restreint à cette palette et à ce squelette qu'on débite. C'est que l'idée, c'était de construire ces pièces comme des architectures, notamment les tables, comme vraiment l'architecture du Camposanto. Et donc à partir de briques, mais également pour les sceller de mortiers véritables, comme on bâtirait des monuments dans des cimetières ou n'importe où en ville d'ailleurs. Comme le reste de la collection, les urnes, les briques sont scellées au mortier par l'intérieur, mais donc en réservant une cavité qui permet de recevoir les cendres. Et donc je garde juste une urne, l'urne de l'angle en haut, qui n'est pas scellée afin de pouvoir y mettre les cendres. Et à la fin, c'est les pompes funèbres qui vont sceller l'urne pour fermer la pièce. Mais donc ça donne forcément, quand on n'est pas au fait de l'objet, l'illusion que c'est un empilement de briques pleines. Et c'est ça aussi qui permet de détourner l'attention. Il y a ces fleurs jaunes que j'adore. Je trouve que le jaune fait beaucoup de bien avec les pièces. Cependant, j'en ai vu qu'ici, en repérage. Mais j'aimerais quand même essayer peut-être une photo avec la croix. On va ressortir la croix. Lorsque j'ai découvert la collection à la Paris Design Week, j'ai tout de suite adoré l'esthétique. Raphaël joue avec la brique, l'émail, le métal. Il représente des symboles funéraires comme des crânes et des croix, et la palette de couleurs est très harmonieuse. J'ai tout de suite imaginé un guéridon dans mon intérieur. Mais en discutant du projet avec Raphaël, j'ai compris que je n'avais pas du tout saisi l'aspect objet fonctionnel funéraire. Il propose notamment une gamme d'urnes funéraires qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît. De prime abord, j'ai plutôt cru à des vases pouvant contenir des fleurs ou à des sculptures ayant pour seule fonction de décorer un intérieur. Idem pour les plaques. Et même si je suis acclimatée au milieu du funéraire, j'ai été totalement bernée. Et j'ai trouvé ça très puissant et très beau de considérer un objet du quotidien comme un objet qui sera sa potentielle dernière demeure. Mais quid des personnes dont la mort est totalement absente de leur quotidien, ou qui, à contrario, sont beaucoup plus liées à l'art contemporain, au design d'intérieur, etc. Et pour celles qui sont très éloignées des deux univers. Alors, de façon très frontale, les gens qui veulent bien écouter ce que j'ai à en dire me sourient et ont l'air d'apprécier. Après, on ne peut jamais sonder véritablement ce que j'en pense. Mais cependant, je sens un très bon accueil. Je sens que c'est une collection Camposanto aussi qui est assez majeure dans mon œuvre. Alors c'est un peu prétentieux, mais dans mon parcours en tout cas. C'est le retour au mobilier et aussi première collection funéraire. C'est des objets qui n'évoquent pas a priori de prime abord leur fonction. C'est une façon d'aborder la mort assez douce je trouve, et c'est presque pas anecdotique loin de là parce que ça a une vraie fonction justement. On n'est pas obligé d'y voir forcément la mort. Ce qui est amusant, c'est que tous les retours sont bons pour l'instant, si ce n'est effectivement des professionnels, et notamment je pense à un galeriste en particulier avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, qui m'a déjà exposé, etc., qui lui m'a dit qu'il redoutait d'avoir à aborder le sujet de la mort auprès de clients potentiels, de peur que ça les fasse fuir. Je n'étais pas sur place ce jour-là, mais j'avais un ami qui pouvait faire la médiation. Et donc cet ami arrive et voit la collection, et d'ailleurs c'était le cas avec pas mal de personnes qui arrivent sans connaître l'histoire du Camposanto, du squelette qu'on débite, etc. Et de prime abord, quand on ne le devine pas, on peut y voir des formes géométriques, ça peut évoquer aussi du design assez années 60, 50, presque aussi un design scandinave, pourquoi pas. Et dès lors que ces personnes ont été mises au courant du sujet, il y a pu avoir des rebuts, on ne dit pas ça, enfin elles ont pu être rebutées. Et notamment cette personne en question, je n'étais pas là, mais a dit « Ah oui, finalement, je ne le verrai pas du tout chez moi, alors qu'au départ, je le voyais trop bien dans mon salon, mais finalement, non, ça me fait peur, etc. » Et il y a eu la réciproque, justement, où une amie qui venait spécialement voir la collection, qui s'attendait à voir une collection funéraire avec l'image qu'elle en avait, a proposé à ses collègues de l'accompagner au vernissage. Et ses collègues ont dit « Ah non, mais nous, la mort, ça ne nous intéresse pas, c'est horrible, pourquoi tu vas voir ça, etc. » Et j'avais joué en plus la carte à fond avec un flyer d'expo où je divulguais presque rien, si ce n'est l'urne sur sa plaque, en tout cas sur sa stèle de présentation, très noir et blanc, avec une croix très frontale. Donc il y avait un côté très gothique, justement un peu pour tromper l'ennemi. Et l'idée, c'était qu'en arrivant au vernissage, on découvre cette collection qui soit bleu ciel, très décorative finalement, très loin de toute évocation morbide ou mortelle. Et elle m'a dit « Ah bah oui, si j'avais su, mes collègues auraient pu venir, c'est pas du tout ce que j'imaginais, ça fait pas du tout mortuaire. » Je joue beaucoup avec cette ambivalence d'objets
avec une destination mortelle, mortuaire, funeste, mais qu'on peut complètement extraire de ce domaine-là. Et c'est ce que je montre aussi, c'est que la mort peut être aussi relativement belle à travers l'objet de design. Donc en conclusion, oui, je dirais qu'il y a un bon retour, mais c'est intéressant justement d'avoir ces deux aspects un peu paradoxaux. On s'est arrêté devant une sépulture qui m'est très chère. Alors je ne sais absolument pas de qui il s'agit. Première fois que je suis venu dans ce cimetière, je suis tombé dessus un peu en admiration. Elle était beaucoup plus fraîche il y a une quinzaine d'années. Et toutes les fois suivantes, sans le vouloir, je me suis toujours retrouvé devant cette statue. Donc en fait, ce qui m'a démontré que mes pas m'emmenaient toujours à peu près aux mêmes endroits dans ce cimetière. Et d'ailleurs, le parcours qu'on fait aujourd'hui, c'est le parcours un peu habituel que je fais instinctivement, intuitivement quand je viens ici. Donc j'ai toujours une photo d'elle en toute saison, à tout passage. Voilà, elle est ni particulièrement belle, ni particulièrement importante. Je trouve d'ailleurs assez maladroit la tombale avec son granit. Bon, elle est tout engoncée dans son recoin, dans ce lieu de passage entre les escaliers. Bon, on est sur une femme drapée, avec le visage drapé également. Alors c'est une pleureuse ou en tout cas une femme endeuillée. Peut-être la défunte ou peut-être plus l'image des femmes endeuillées, des pleureuses des cimetières. Là, elle est assez découverte. C'est vrai qu'il y a des photos que j'ai où elle disparaît totalement sous la végétation. Voilà, elle est assez énigmatique, un peu fantomatique. Et plus le temps passe, c'est vrai que plus elle s'efface. J'ai vraiment le souvenir sur mes premières photos qu'elle était beaucoup plus détaillée. C'est très impressionnant de voir la dégradation du temps. Et ça qui est beau. Et c'est devenu un peu mon rendez-vous obligatoire, justement, où j'ai un album dédié dans mon ordinateur avec cette statue où on voit le passage du temps. C'est assez intéressant. Le fait de mon diplôme, donc le diplôme c'est quoi? Le diplôme d'état d'agent funéraire, ça permet donc d'être conseiller funéraire, d'accueillir, de recevoir les familles, d'organiser les funérailles. Je suis également maître de cérémonie, donc je peux animer des cérémonies auprès des familles aussi bien en maison funéraire, en columbarium, etc. ou en cimetière. Et également avec mon travail, je peux moi-même d'une part sceller les urnes, bien que ce soit quand même un travail plutôt destiné aux pompes funèbres ou au crématorium lorsqu'il y a la mise en urne des cendres. Mais surtout, toutes ces plaques que je développais, je les fais aussi parce que je peux moi-même venir les fixer sur des monuments existants ou en commande. Mais donc c'est des pièces que je peux sceller moi-même avec le fantasme aussi ultime de pouvoir pourquoi pas faire une tombale complète. La tombale, donc c'est la partie qu'on met au-dessus du cercueil à plat sur la terre, avec échelle 1, le squelette, ça serait vraiment superbe. Dans le cadre de Camposanto, on est forcément sur un format de briques défini et sur des motifs prédéfinis qui doivent au moins pour moi toujours correspondre à un morceau anatomique, donc soit un bras, etc., ou une croix, le cas échéant. Cependant, après, oui, dans mon travail d'artiste et de designer, je fais aussi beaucoup de choses à la commande. Je fais notamment beaucoup de pièces uniques pour des clients. Dans le mobilier, alors table basse, etc., œuvres murales et compagnie. Mais je peux tout à fait, on peut dessiner ensemble, même pourquoi pas jusqu'une sépulture entière, une tombale ou une plaque personnalisée qui n'ait rien à voir. Dans ce cas, ça ne serait pas Camposanto, ça ne serait pas la collection, ça serait juste une pièce unique, personnalisée. C'est vrai que ça ouvre cependant un champ des possibles tellement vaste que le temps me manque parfois pour pouvoir faire tout ce que je voudrais faire. Clairement, je ne pense pas que jamais je ne serai dans le standardisé. Enfin, je ne suis pas dans l'objet commercial. Je ne vais pas faire d'urne avec justement une contenance 3 litres, 3 litres 5 standard. Je ne réfléchis pas comme ça d'ailleurs. Quand je crée, je crée avant tout pour moi, par rapport à ce que je veux dire de l'objet, ce que je veux raconter comme histoire autour de l'objet. Et après, les gens le reçoivent ou pas. C'est presque une démarche un peu égoïste, mais chaque nouvelle collection, c'est comme un fil que je déroule. C'est toujours un chapitre suivant dans l'histoire que je raconte. Je prends souvent l'image d'une fresque en constante évolution. C'est un chapitrage qui rythme un peu l'histoire de ma vie aussi par rapport à des projets qui sortent à des moments dédiés. J'ai plein de projets en stock dans ma tête et je vais piocher quand c'est l'heure du nouveau projet. Et par rapport à l'objet funéraire en lui-même, en termes de distribution, c'est vrai que je me situe quand même assez niche, il faut connaître. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appétence, je trouve, autour de la mort. Le gothique est très en vogue à travers des séries, Mercredi Adams, Gaga, son dernier album, etc. Enfin, il y a quelque chose d'hyper actuel.
qui rebute de moins en moins d'ailleurs, qui est de plus en plus intéressant, de plus en plus joyeux en fait. Donc je surfe aussi un peu là-dessus malgré moi, parce que je suis jamais dans des démarches de stratégie, de communication. Je suis pas du tout mondain, je suis très 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 loin des circuits parisiens. Je suis niche, mais vraiment objectivement, quoi. Je cherche pas à bosser sur ma com ni quoi que ce soit. Il faudra croiser au détour d'une tombe un potentiel client qui me verrait en plein shooting. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une plaque, madame, c'est pour vous. Prévoyez vos obsèques. Je suis quand même passé hier quand je suis venu en repérage par les Rock Éclair dans lesquels j'ai travaillé l'an dernier, où j'ai croisé ma collègue Nadège, que j'embrasse, que j'aime beaucoup. Et donc je lui ai montré ma collection, elle m'a dit « Ah mais c'est super, ça manque, les urnes c'est toujours moche, etc. » Si tu as un catalogue, donne-le-moi, montre-moi, mais ça serait complètement inapropos de distribuer mes urnes par des biais de grandes enseignes comme Rock Éclair, Pompe Funèbre Générale, etc. C'est pas du tout la cible. Je sais d'ailleurs même pas tellement quelle est la cible, hein, mais on est sur de l'objet haut de gamme et c'est encore une fois des choses qu'on prépare. C'est pas des objets qu'on acquiert quand on est devant le fait accompli de la mort qu'on n'a pas anticipé. C'est des moments où on est trop démuni pour se projeter dans un objet d'exception où on va devoir débourser de l'argent pour quelque chose qui paraît futile à ce moment-là. C'est plutôt quelque chose qu'on anticipe. Tout est fait à la main, sur mesure. Des architectes qui sont passés pendant l'exposition et qui veulent utiliser les objets pour leur seul aspect décoratif et sculptural dans certains projets, comme d'une sculpture qu'on mettrait sur un meuble, sans jamais n'évoquer le fait que ce soit destiné, si on le souhaite en tout cas, à recevoir des cendres. Spes Unica, qui est une sépulture assez importante pour moi, qui a notamment servi de décor, on va dire, à mon précédent projet. Et c'est cette croix qui a donné le nom au projet, justement, de cette église qui est un dérivé d'un premier projet qui s'appelait Apostasie, qui était une église destinée à être installée dans une cheminée pour recevoir les bûches, et donc les flammes jaillissent par tous les trous de l'église. Et donc, sorti du contexte plus artistique de la cheminée, je l'ai décliné dans un format plus adapté aux sépultures en cimetière, pour faire comme des veilleuses avec une bougie, des petits autels, etc. Et j'avais pas encore le nom à ce moment-là, et alors Spes Unica était quand même quelque part dans mes carnets depuis longtemps. Sur la photo qu'on peut voir sur mon site internet, l'église a été posée au-dessus de la croix. Et c'est assez marrant, à chaque fois que je passe aussi toujours ici, je vois le passage du temps aussi. Alors pas tant sur la croix, qui vieillit très bien, mais sur le lierre qui maintenant est tout sec, mais qui petit à petit se décompose. Il y en avait beaucoup plus au départ, c'était hyper beau. Ça fait partie des spots que je ne rate pas au Père-Lachaise. Et d'ailleurs, le prochain spot de photo est juste derrière. On va aller sur une chapelle qui est très en ruine. Attention où vous mettez les pieds. Le cimetière il est évidemment infini. Il y a 1 milliard de possibilités d'endroits qui seraient tous plus intéressants les uns que les autres. Mais il y a quelque chose que je fais aussi toujours dans mon travail, assez à l'instinctif. Je laisse toujours l'aléatoire intervenir. Je ne cherche pas à maîtriser 100% ni mes shootings, ni quoi que ce soit. Là, par exemple, j'en parle parce qu'on a, à cette heure-ci, le soleil pile en face. Donc, je suis en contre-jour, mais ça va faire partie de cette photo. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai des idées prédéfinies. Et c'est finalement au dédale d'un chemin. Peut-être tout à l'heure, en partant, je vais passer devant une sépulture. Je vais dire, oh là là, on va faire un test. Et ce sera la photo du shooting. Ça sera d'ailleurs certainement ça, j'imagine. Alors, mon rapport à la mort, bon, c'est une vaste question. Je dirais d'une part qu'il est facile, mais sans que je puisse vraiment l'expliquer. J'ai pas de fascination morbide, mais j'ai toujours eu une attirance pour ce domaine, peut-être par curiosité tout d'abord. C'est la grande inconnue, c'est tabou, ça fait peur. Évidemment, personne n'a envie de mourir. Mais moi, je l'appréhende plutôt comme un processus naturel normal, qui est un peu l'apogée de la vie finalement. J'ai une vision très scientifique, très chirurgicale des choses. C'est-à-dire que je pense qu'on est vivant, donc c'est quand même très magique. On a ce cœur qui bat tout seul, sans moteur, enfin, c'est absolument incroyable. Et il cesse de battre, et donc à ce moment-là, on n'est plus que l'enveloppe qui a véhiculé la vie. Je ne pense pas à l'âme qui sort du corps, qui se réincarne, etc. Enfin, je suis assez terre à terre là-dessus. Ce qui fait que j'ai une vision de la mort très pratique. Je pense d'ailleurs que pour travailler dans le milieu de la mort, il faut avoir une vision assez pragmatique de la chose.
Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ma formation, de mon travail en pompe funèbre, c'est vrai que c'est des gens qui étaient souvent assez détachés de l'aspect de l'âme, des fantômes, de tout ça. C'est quelque chose de très surnaturel. Voilà. Je peux juste dire que c'est un domaine dans lequel je me sens très en paix, très à l'aise et que ça me procure beaucoup de bien. J'aime être en contact du corps mort, du défunt. Je trouve qu'il y a une paix, il y a quelque chose d'hyper apaisant. Ouais. Et c'est vrai que même dans ma famille, alors j'ai connu, comme tout le monde, j'ai 37 ans aujourd'hui, hein, donc j'ai de la chance, il n'y a pas eu trop de décès, enfin de la chance. C'est vrai que ça a toujours été des moments qui n'étaient pas difficiles en fait. Alors c'était aussi des morts relativement attendues. Hein. J'ai jamais été confronté à de terribles accidents, à de morts injustes, à des morts jeunes, etc. Mais dans le travail, oui. Le premier défunt, c'était une grand-mère, donc c'était une femme âgée, c'était dans l'ordre des choses. Et j'ai eu un cas d'une personne qui revenait de l'IML, de l'Institut médico-légal. Les personnes qui vont à l'Institut médico-légal, c'est quand elles sont mortes sur la voie publique le plus souvent, donc dans des accidents notamment. Et c'était un jeune homme de 37 ans, enfin un jeune homme, il avait en tout cas mon âge. C'était un homme dont le corps était très abîmé. Et cependant, la famille a vraiment insisté pour le voir. Donc, il y a certains cas où le corps est trop abîmé pour que des soins de conservation soient possibles, auquel cas on ne présente pas le corps à la famille. Et des fois, on est vraiment à une certaine limite, là c'était le cas, donc on a quand même suggéré à la famille de ne pas le voir, mais elle a vraiment insisté. Et donc on a fait des soins sur ce corps qui était très dégradé, donc il y a eu de la reconstruction faciale. C'est comme au musée Grévin, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule fois où il y a eu quelque chose comme un miroir, enfin ça aurait pu être moi sur la table, parce que c'était quelqu'un qui était né en 88 comme moi, dont le chemin s'était arrêté ici. Moi j'étais en face de lui en train de m'occuper de lui, mais lui c'était fini. Et j'ai forcément ressenti des émotions que je ne saurais expliquer d'ailleurs, je ne cherche pas à mettre de mots dessus. C'était pas désagréable, mais ça m'a quand même questionné bien sûr sur le sens de la vie, etc. Et c'était peut-être l'expérience la plus forte que j'ai eu à vivre dans le funéraire. Et il y avait aussi un côté rassurant aussi de se dire que finalement on prend soin de nous après la mort, il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas de bon âge ou de mauvais âge, évidemment, le plus tard c'est le mieux. Mourir vieux en bonne santé ou mourir jeune et faire un beau cadavre, c'est ce que je me souhaite. Et pour finir notre échange avec Raphaël, nous lui avons demandé quelle était sa définition d'un cimetière. C'est la ville des morts, c'est la grande ville de l'après, où on se retrouve tous. Pour moi, c'est vraiment une ville à l'image de la ville des vivants. Alors ça dépend des cimetières, hein. Il y a des cimetières qui sont plus sexy que d'autres, bien sûr. C'est des lieux de vie aussi, finalement. Merci à Raphaël et Charlotte pour cette balade artistique au cimetière du Père-Lachaise. Vous l'avez bien compris, on est fan de son travail et de la façon dont le design et le funéraire cohabitent. Raphaël Grueli se réapproprie l'art funéraire et invente de nouveaux modèles grâce au design. C'est important pour nous aussi, à travers ce podcast, de mettre en avant des projets artistiques inédits. Si vous souhaitez contenter votre curiosité, vous pouvez retrouver l'ensemble des collections de Raphaël sur son site internet www.maisonraphaelgroeli.com ou bien sur son compte Instagram @raphaelgroeli. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle.